Bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui parle d'un sport où on démarre en peloton et qui a attendu 2022 pour voir un coureur issu de l'Afrique subsaharienne remporter une première classique World Tour. On va en parler de ce Binyam Girmay, vainqueur de Gand-Wevelgem, excusez mon belge, mais aussi des autres classiques flandriennes avec un incroyable Christophe Laporte. Ça c'est la première partie, et dans la deuxième on va faire un petit jeu. Qui est le meilleur sprinter français actuellement? Il y a vraiment match en ce moment entre Boigny, Coquard, Desmar, mais aussi d'autres sprinters, pourquoi pas. Pas d'invité aujourd'hui parce qu'on prépare des gros coups, mais un plateau prestigieux comme d'habitude. À mes côtés, autour de la table, Rémi Dos Santos, bonjour. Salut Johan, salut à tous. Et évidemment, on ne pouvait pas manquer d'avoir Gilles Roux avec nous pour les courses dans le plat pays. Salut Gilou. Salut à tous. La Belgique, justement, on va en parler, Gilou, et on aura aussi Jérémy Saakian un peu plus tard pour le quiz, bien sûr, mais on va dire. Il vient plus, mais non, il veut plus nous voir. Il a un peu peur. Il a un peu peur de Gilou, j'ai l'impression, parce que. On s'entend pas trop, hein. On s'entend pas trop, faut savoir. Pas le même avis depuis le départ. Justement, le départ, on y va. Deux premières courses somptueuses pour commencer le grand bal des classiques flandriennes. Le Grand Prix E3 d'abord avec la victoire de Wout van Aert main dans la main avec Christophe Laporte. Et le dimanche sur Gand-Wevelgem, c'est le surprenant Binyam Girmay qui s'est imposé devant Christophe Laporte, encore une fois deuxième. On va essayer de faire ça dans l'ordre. On va commencer par la première course, le Grand Prix E3. Une démonstration totale et une démonstration de force de la Jumbo avec Van Aert, Rémi. Ouais, une démonstration de la Jumbo, mais à mon sens, surtout une démonstration de Van Aert tout seul ou quasiment en fait. Après, il y avait quand même du monde. Il y avait Benoît qui était pas très loin, Tonyson qui a fait le premier wagon de la. Il y a eu un énorme travail collectif, je suis d'accord. Maintenant, c'est quand même lui qui lance la première banderille dans le Tyenberg. Ils sont que quelques-uns à suivre, et c'est lui encore qui réenclenche à 40 bornes de l'arrivée, et cette fois Laporte suit certes, mais Laporte réussit à suivre en fait, c'est ça la très grosse force comme de sur Laporte. Paris-Nice un petit peu où il s'accroche tant bien que mal. Exactement, il s'est accroché à Van Aert qui a éparpillé tout le monde. Après évidemment il l'a beaucoup aidé, et s'ils finissent avec plus d'une minute 30 d'avance même, je crois, facile. c'est parce que voilà, c'est deux très bons rouleurs et qu'ils ont collaboré, et de toute façon c'était logique qu'ils collaborent, mais pour moi à mon sens c'est avant tout un énorme numéro de Van Aert. Tiens, juste une petite parenthèse parce que j'y pense avec la victoire de Joseph Cerny et Rémi Cavagna sur une course en Italie, je crois, et c'est les deux qui gagnent. Ils sont attendus tous les deux aussi, pareil, ça m'a fait un petit peu rire, ils ont fini main dans la main aussi. Voilà, parce qu'on n'en parle pas plus tard dans le podcast, donc je voulais juste le dire là. Gilou, pour venir au Grand Prix E3, alors démonstration de la Jumbo ou démonstration de Van Aert, t'es d'accord sur quoi? Je suis d'accord sur les deux, mais de base, je suis quand même d'accord sur démonstration de Wout van Aert. C'est sympa aussi le parallèle parce qu'il a fait un peu ce que Bonan faisait à l'époque dans les courses flandriennes. Il a attaqué dans le Tyenberg, qu'on appelait le Bonenberg à l'époque. Il faisait exactement la même chose. Il faisait la différence dans son Tyenberg, et puis après, on comptait et on regardait ce qui restait sur le côté. Là, en l'occurrence, il restait pas grand-chose, à part Christophe Laporte. Et je me pose de plus en plus des questions, de me dire, au final, est-ce que l'adversité n'est pas un peu faible quand Mathieu n'est pas là? Contre Wout, on voit encore dans le Mont Kemmel, une fois qu'il accélère, il n'y a plus personne. Oui, on en parlera un petit peu plus tard de cette adversité et des déceptions sur ces classiques. Mais tu le disais, la concurrence est peut-être un peu moins forte, mais il y a aussi quelqu'un qui a élevé son niveau, c'est encore une fois Christophe Laporte, un deuxième. Il change tout pour Wout van Aert parce que maintenant, quand il démarre, il a un coéquipier avec lui qui est quasiment aussi fort, et ça, vraiment, et ça aide. Je vais pas dire un petit peu, je vais dire beaucoup, Rémi. Ça aide beaucoup, et puis même au niveau de la Jumbo. Alors, est-ce qu'il le voyait comme ça? J'en sais rien. En tout cas, moi, personnellement, je suis surpris par le niveau de Laporte. On avait dit, on l'a souvent répété, que ce serait un très bon coéquipier pour Van Aert, qu'il aurait sa chance sur certaines courses, mais je pense pas qu'on le voyait à ce niveau-là. Et le problème pour la Jumbo, c'est que maintenant, même quand il y aura Laporte avec Van Aert, on se dira... Ok, Van Aert, il faut lui faire attention, mais en fait, Laporte sera plus qu'un équipier de luxe pour Wout. Ce sera un second leader qui pourra partir, et un schéma, on va en parler après, comme à Gand-Wevelgem où il est devant dans le final et Wout est derrière, on pourra le revoir souvent, et notamment sur une grande course comme le Ronde, par exemple. On va avancer sur ce Gand-Wevelgem parce que là, on a vu que Van Aert était très fort sur le Grand Prix E3, mais là, sur Gand-Wevelgem, c'est Laporte qui a attaqué pour aider son leader, c'est ce qu'il disait dans une interview juste derrière. Il s'est retrouvé avec Stuyven, Van Gestel et Binyam Girmay, et là du coup la stratégie a été tout autre pour la Jumbo. Gilou, c'est quelque chose aussi ça qui doit intéresser de l'autre côté de la frontière.
Ouais, après, on peut se demander aussi, est-ce que dimanche, Laporte n'est pas aussi un adversaire pour Wout van Aert? On sait qu'il a Ah qu'un oui, seul objectif, c'est gagner soit les Flandres, soit Roubaix. Alors c'est génial d'avoir un coureur de ce calibre avec lui, mais il est tellement fort que Wout, il se dit, eh, c'est quand même moi qui ai envie de la gagner cette course. Donc il a fait un choix. On voit qu'il y a beaucoup des choix aussi du côté de la Jumbo-Visma. À Paris-Nice, on laisse gagner Laporte. Là, ici, c'était logique qu'on laisse ouais. gagner Van Aert. Enfin, même si on ne parlait pas vraiment laisser gagner. Laporte part, ben, on laisse sa chance à Christophe Laporte. Donc, va y avoir aussi un peu, il va commencer à prendre sa place aussi dans cette équipe, Christophe Laporte, en disant, ben, avec ce que je montre, il faut compter sur moi. Et au fur et à mesure, on sait que quand De Volder gagnait, Bonnen disait, ben, c'est génial, mais c'est tout le temps lui qui gagne, ce sera un peu à mon tour. Donc, au revoir. Laporte, adversaire presque de Wout van Aert. Alors en 2021, on l'aurait On peut se poser la question, hein. jamais cru. Non, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais pour l'instant, ils ont l'air de dispatcher un petit peu les rôles. Ça a l'air de bien fonctionner. Ils ont l'air de bien s'entendre. En plus, les deux parlent français. Donc ça aide un petit peu. On verra donc du coup sur le Tour des Flandres comment ça va se passer. C'est ce week-end. On va se régaler évidemment. Mais on va rester sur ce Gand-Wevelgem avec ce joli vainqueur. Avec Binyam Girmay qui a remporté sa première grande classique World Tour. Et c'est totalement mérité hein, parce qu'il tourne autour depuis un petit moment, Rémi, de voir ce coureur à ce niveau qu'on sentait progresser petit à petit. Dédicace aussi à Jérémy Sakian qui avait dit que c'était l'espoir de cette saison. Voilà, donc la victoire de Binyam Girmay, c'est même pas une surprise quand on voit le groupe, même s'il y avait Christophe Laporte. Non, c'est pas une surprise. Il l'emporte déjà au terme d'une course difficile, hein, évidemment, quand Wevelgem c'est toujours très dur. Il gagne devant Laporte, Stuyven, et Van Gestel qui fait 3. Mais il ne faut pas oublier que oui, il fait 12e de Milan-San Remo il y a quelques jours. Il est dans le coup. Malgré son âge et malgré qu'il soit tout jeune, malgré qu'il soit tout jeune dans le peloton, je veux dire, on voit qu'il a la caisse pour tenir sur des grosses courses, sur des courses qui font 250, 300 bornes et qu'il est dans le final face à des très bons mecs. On rappelle que c'est le vice-champion du monde espoir l'année dernière, donc c'est pas n'importe qui, même si on a vu plein de champions du monde espoir ne rien faire derrière. Ouais. Voilà, il n'arrive pas de nulle part et pour la suite, c'est très encourageant parce qu'il est que, entre guillemets, chez Intermarché. Oui, c'est vrai, hein, parce qu'il se débrouille un petit peu tout seul dans cette masse, même s'il y a des bons coureurs, hein, bien sûr, dans cette équipe. Mais c'est une surprise pour toi, Gilou, de le voir gagner Gand-Wevelgem comme ça, parce que c'est vrai qu'on le voit, hein, c'est un bon coureur, il a gagné dans le Doubs l'année dernière une course, mais voilà, il était toujours dans le coup, et là, ça y est, il accroche enfin sa première victoire. C'est absolument pas une surprise, c'est tout sauf une surprise de voir j'allais dire rien à voir, Binyam Girmay gagner ici. Il fait un super Grand Prix de Troyes. Et si on compte, parce que moi c'est que je parie souvent, mais il était dans le top 5 des cotes, hein, Girmay. Donc voilà, c'est pas du tout une surprise de le voir là. Après, Gand-Wevelgem lui permet aussi avec sa pointe de vitesse de gagner parce qu'on voit que dans le Mont Kemmel, je pense qu'il doit tourner autour de la 12e place. Donc si vraiment ça s'était joué dans les monts, je pense qu'il n'aurait pas forcément pu répondre. Mais là, avec son sprint, il a super bien joué, il lance au bon moment. Il y en a qui pouvaient dire un peu loin, Christophe Laporte réagit pas. Finalement, on voit qu'à son âge, il a déjà énormément d'expérience, il sait gérer et il sait conclure dans les petits groupes. Il a déjà gagné en début de saison, c'est magnifique. Il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'il y aura peut-être un avant et un après la victoire de Girmay à Gand-Wevelgem. Ouais, il était déjà présent sur le Grand Prix E3. Tu parlais de Christophe Laporte et du sprint. On va l'écouter, Christophe Laporte, parce que lui aussi pensait accrocher une grande victoire dans sa carrière et finalement, ça l'a pas fait, même s'il y a cru beaucoup. J'ai vraiment pensé, je me sentais bien et voilà, je me suis un peu fait surprendre par Birmingham parce qu'il il est sorti d'assez loin au sprint et il a eu un trou directement. Je me suis dit, là, ça va être compliqué de boucher et je suis revenu sur la fin, mais pas assez. Voilà, je suis quand même, c'est vraiment la déception qui prime en premier. Donc voilà. La déception qui prime en premier. Bon, il ne sait pas non plus prononcer le nom de Girmay. Il dit Birgham, je crois, un truc comme ça. Il a dit comme moi, il est encore pire. Il s'est un peu trompé, mais c'est pas grave. On a compris de qui il parlait, Christophe Laporte. De la déception pour Christophe Laporte, c'est vrai, hein, 2 fois deuxième. Il tourne autour. Bon, on en a parlé un petit peu avant, donc on va pas revenir. C'était plutôt sur ce sprint bien maîtrisé de Girmay, très fort. Est-ce qu'on est là dans une éclosion d'un tout grand? Il n'a que 21 ans, Rémi. Est-ce qu'on peut le classer parmi les grands un peu plus tard? Je sais pas, on parle beaucoup de Pogačar, de Van Aert ou alors de Van der Poel, même s'ils sont un peu plus âgés, mais voilà, on est dans un mec qui pourrait déjà être un tout grand et surtout un coureur qui vient de l'Afrique subsaharienne, donc ça aussi c'est encore plus rare. Déjà il y a ça, c'est un Érythréen, donc on n'a pas vu briller à ce niveau-là. Grand pays de vélo. Grand pays de vélo, tout à fait. Mais c'est vrai que sur une classique belge, c'est quand même pas banal. Clair.
Et alors surtout, oui, c'est qu'à son âge, il a des résultats sur des courses qui sont complètement différentes. Alors, il est vice-champion du monde espoir l'année dernière, donc dans les Flandres, donc c'était un parcours qui est globalement comme Gand-Wevelgem, mais encore une fois, il a fait 12e à Milan-San Remo, il a été aussi très bon sur les sprints sur Paris-Nice. Ouais. Il fait une 4e place et 2 6e places, et à chaque fois, il est battu par des Pedersen, des Coquard, des Van Aert. Donc voilà, il sprinte bien, on l'a compris, mais il est capable de passer des petites bosses, il est bon sur les pavés, donc il est relativement complet, et il a que 21 ans encore, donc il est parti pour être un futur grand en tout cas. Un futur grand aussi pour toi, Gilou. Est-ce que tu penses que Biniam Girmay va encore progresser, parce qu'il a que 21 ans encore une fois, donc il peut faire partie des coureurs qui vont largement compter dans les années à venir. Oui, et puis c'est à la TV belge, il disait, au final, c'est un diamant, mais qui est déjà en partie poli parce qu'il a déjà gagné, il a déjà prouvé ce qu'il était capable de faire. Mais surtout, moi, ce qui me choque, on va dire, c'est qu'il se cherche encore, en fait, Girmay. Pourquoi? Parce qu'à la base, il ne devait pas forcément être sur Gand-Wevelgem. C'est juste qu'au vu de sa forme, ils ont continué à l'aligner parce qu'il se dit, en fait, il peut faire quelque chose. Et là, par exemple, il vient de gagner Gand-Wevelgem, mais il ne sera pas au Tour des Flandres parce qu'il va partir pour se préparer pour le Giro. Donc, il est encore en train de se chercher. Je pense que même lui ne sait pas jusqu'où il peut aller, ce qu'il peut faire, ce sur quoi il va se spécifier. Donc, je pense qu'on est là vraiment un super bijou et c'est magnifique. Et il va y avoir les championnats du monde au Rwanda en 2025. Ça pourrait être la superbe histoire. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Un titre mondial pour Girmay au Rwanda, ce serait incroyable. Ce serait la folie là-bas. Déjà qu'il y a beaucoup de monde sur le bord des routes lors du Tour du Rwanda. Ça va être magnifique. Je pense que c'est les deux plus gros pays de cyclisme en Afrique, le Rwanda et l'Érythrée. Je pense que ça doit être ça, non? Ouais, après il y a l'Afrique du Sud évidemment depuis un petit moment, mais bon, c'est pas les mêmes coureurs. Là, on a vraiment avec des coureurs qu'on découvre et qu'on ne connaît pas et qui sont capables de tout. On a un sprinter puncher flandrien, pourquoi pas un grimpeur de très haut niveau dans les années à venir, même si on a eu quelques bons coureurs par le passé. Donc non, vraiment très hâte de voir ce que va faire Girmay dans les années à venir, et pourquoi pas embêter des Van Aert dans le futur. Il va courir son premier Giro, enfin même son premier grand tour dans pas très longtemps, au mois de mai, donc on verra ce que ça donne. Il va peut-être nous en claquer une ou deux, celui-là. Bon, beaucoup de surprises, beaucoup de réjouissances dans ces deux classiques flandriennes, mais aussi des déceptions, et on va parler de la plus grande déception pour moi. C'est la Quick-Step qu'on a vue. Non, qu'on n'a pas vu. On a vu un petit peu Asgreen, hein. On va pas être méchant non plus, mais la Quick-Step, elle est totalement absente. C'est elle qui dominait ses classiques avant, c'est elle qui faisait la pluie et le beau temps, et aujourd'hui, il n'y a plus personne, Rémi. Non, il n'y a plus personne, et c'est ça qui est fou. On en a parlé un petit peu avant l'émission. Normalement, ils dominaient. Évidemment, il y a les autres équipes qui progressent et qui recrutent en conséquence, c'est une chose, mais il y a une différence entre dominer et l'année d'après être complètement absent et être challengé par des adversaires de qualité. Ils n'existent plus sur les classiques. Ça fait plusieurs semaines qu'on dit toujours la même chose. Ça ne change pas. Pourtant, on a les mêmes mecs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont juste un an de plus, mais bon. Voilà. Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai pas d'explication. Je sais pas, Gilles, ce qu'on en dit en Belgique sur cette Quick-Step qui est fantomatique. Avant, la Quick-Step était en action. Là, elle est en réaction, mais elle n'est même plus en réaction parce qu'on voit que quand ils sont pas dans les coups, c'est même pas eux qui prennent la chasse. Ils payent, à mon sens, leur changement, comme je l'ai dit déjà dans des podcasts ici à mon peloton, leur changement d'idée et de mentalité de tout mettre sur Remco. On le voit au niveau des transferts. On ne s'est pas renforcé pour les classiques. On a décidé de prendre des grappeurs pour aider Remco Evenepoel. On le paye. Point final. Les autres se sont renforcés. Les autres sont plus forts. Ils n'ont pas, pour moi, les meilleurs coureurs que sont Mathieu, que sont Wout, ou maintenant Christophe Laporte. Mais du coup, c'est comme ça, ils ne se sont pas renforcés. Il y a des gars qui commencent à vieillir. Vous dites, moi, ce qui me choque le plus, c'est Yves Lampart qui a l'air quand même vraiment d'avoir du mal. Stibar aussi fait son âge. Voilà. Je pense qu'ils n'ont pas anticipé ou pas bien recruté ou pas bien géré cette intersaison, tout simplement. Mais pourtant, c'est le même groupe quasiment, hein, parce qu'on les a vus dominer, avoir 2-3 coureurs dans les coups et toujours avoir même un coup d'avance. Hein. Asgreen est là, Sénéchal n'a pas eu trop de chance, il est là aussi, Stibar et tout. Tu vois, Julien jouait aussi avec l'équipe des Flandriennes. Tu perds aussi Julien à ce niveau-là, parce que je pense que avant son soleil, il faisait partie des meilleurs, tu vois. Ouais.
Ouais, c'est vrai que Julien Alaphilippe fait un petit peu mal, mais c'est vrai qu'on sait qu'il vise Liège, hein, il l'a encore dit, hein, de viser cette grande classique, ce monument, et on aurait peut-être vu un petit peu moins l'attaque comme on l'a vu l'année précédente où il était tout feu tout flamme un petit peu partout, puis finalement dans les 40 derniers kilomètres il sentait un petit peu moins bien. Donc ouais, la Quick Step, l'énigme du coup de cette saison 2022, à voir, peut-être qu'ils vont pouvoir refaire un coup dans le Tour des Flandres. On rappelle que le tenant du titre c'est Asgreen, on en parlera plus tard du Tour des Flandres, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez vu une autre déception dans ces classiques? Rémi, t'as vu un petit truc? Moi c'est sur Grand Wevelgem, moi c'est la Total Énergie. Malgré Van Gestel est là. Oui, mais justement c'est clairement alors l'arbre qui cache la forêt, on va peut-être pas aller jusque là, mais ils ont été complètement absents de cette course, ils ont été complètement dans la réaction, ils ont toujours été à contre-temps. Van Gestel, c'est un miracle qu'il se retrouve sur le podium, c'est incompréhensible parce que à 100 bornes ou 80 de l'arrivée, il est obligé de rouler pour ramener le groupe de poursuivants sur le peloton où il y a Turgis. Sagan avait déjà disparu, on en parlera plus tard. Il a fait un énorme travail et d'ailleurs les autres coéquipiers de Turgis l'ont fait également. Boisson-Hagen a aussi beaucoup roulé à ce moment-là. Ils ont réussi à rentrer, mais au final ils n'ont jamais été acteurs et Turgis finit 26e dans le groupe derrière les quatre premiers. Alors certes Van Gestel fait podium, mais c'est un podium, je n'ai pas envie de dire par défaut parce que sa performance elle est quand même monstrueuse, mais voilà, c'est un petit peu décevant. Après ça arrive de se rater et Anthony Turgis, on sait qu'il finira pas sur le podium de toutes les classiques. Oui, c'est vrai, il a été en forme depuis le début de saison. Peut-être un petit coup de moins bien pour Turgis. Du côté de la Belgique, Gilles, qu'est-ce qu'on a vu comme déception à part la Quick Step évidemment et du coup Total Energy? C'est toujours la même déception depuis le début de la saison. On me dit à chaque fois qu'il est malade, donc il y a une excuse. 62e. Non, même pas. Je reprends le 67e, Tom Pidcock. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on dit. Mais si t'es malade, reste à la maison. Enfin, je sais pas, soigne-toi, arrête de t'aligner sur les courses. Si s'aligne, c'est que ça va. C'est vrai que et on sait que certains gars, quand ils s'alignent sur la première course, et qui sont là, ils peuvent jouer la gagne. Demandez à Mathieu Van Der Poel sur Milan-San Remo ou à Wout van Aert sur le Nieuwsblad. Là, il vient, déception. Voilà. Pour moi, c'est une déception. Ouais, une déception. C'est vrai qu'on l'oublie un petit peu. On se rappelle quand même qu'il a été très bon l'année dernière, deuxième place sur l'Amstel, même si on pense toujours qu'il a fait premier. Donc voilà, Tom Pidcock. Non. Oui, il y a un petit. C'est sur la Brabançonne qu'il était premier. Arrête de prendre les photos, Gilou, après avoir bu 3-4 bières sur la photo finie, s'il te plaît. Et on en parlera à ce moment-là. Les Ineos qui d'ailleurs ont manqué de chance parce que Narvaez est tombé. C'était la deuxième carte. C'est lui qui devait gagner. On n'oublie pas. C'était mon pronostic. Encore une fois, j'ai été encore très fort. Ouais. Allez, on va passer à la rubrique on attaque pas. On va parler de Van Der Poel qui était absent de ses classiques. Il a préféré se cacher en Italie pour se préparer. On en parle d'ailleurs dans la rubrique on attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Allez, on commence avec Mathieu Van Der Poel qui n'était pas là sur les classiques flandriennes pour l'instant. Il va revenir, ne vous inquiétez pas. Il est resté en Italie sur la semaine Coppi et Bartali. Une victoire d'étape, tranquille pour lui. Le général pour Dunbar au passage d'Ineos. Mais en vrai, Van Der Poel, il se cache pour mieux surprendre sur le Tour des Flandres. On est d'accord, Rémi? Non, j'attaque pas. Ah, Gilou, c'est pour mieux surprendre? Complètement. Ah, merci. Il fait comme sur Milan-San Remo. Il arrive, bam, il fait podium. Là, il se dit, je vais rester tranquille comme ça. J'arrive sur le Tour des Flandres et je vais encore une fois tout rafler. Déjà, il a gagné. Ouais. Il a gagné une course. On aura déjà un peu plus de réponses mercredi avec à travers la Flandre. Oui, tout à fait. Mais je n'arriverai pas à penser que sur une attaque de Wout van Aert dans le Tyenberg, Mathieu soit pas avec. Comme il a répondu en Italie. Pourquoi justement justement, il ne peut pas se cacher. Van Der Poel, il est arrivé sur Milan-San Remo, on savait pas du tout ce que ça valait après ses blessures, après sa méforme, tout ça. Le mec, il fait 3e en étant acteur dans le final. Même s'il va faire 3 critériums en Azerbaïdjan et au Kazakhstan, j'en sais rien. On sait que il sera là et qu'il aura la pancarte s'il est présent. Oui. Ça reste Mathieu Van Der Poel et ça reste. Il l'a prouvé à Milan-San Remo. Il est fort même quand il n'est pas à 100%. Ne pas sous-estimer les critériums au Kazakhstan et en Azerbaïdjan. Vrai, on en a quelques-uns d'ailleurs. J'ai pas compris la question. Alors du coup, le but c'était. J'ai pas compris. Comment ça, t'as pas compris sur l'explication? Le but c'était de dire est-ce qu'il se cache ou pour le moment en Italie ou est-ce qu'il sera en forme Bref, je pense qu'il sera en forme. Moi aussi, j'en doute pas. C'est Mathieu Van Der Poel. Peter Sagan qui ne sera pas là sur le Tour des Flandres. Ça vient de tomber. Il va passer des examens pour comprendre sa méforme actuelle. Mais est-ce que ça ne veut pas dire plutôt qu'il est sur le déclin, Rémi?
On se posait la question au moment des rumeurs de sa signature chez Total Energy. On s'est posé la question des plus et des moins de sa venue dans l'équipe de Jean-René Bernodeau. Et bon, pour l'instant, la réponse elle est plutôt positive sur le déclin. Donc oui, ça y ressemble. Excuse médicale, tu penses, Gilou, je sais pas, c'est dur de le dire évidemment, on est à l'extérieur, mais est-ce que ça peut expliquer la méforme de Peter Sagan? Ça fait un petit temps quand même qu'il est sur le déclin, Peter Sagan. Il est plus au top de sa forme depuis longtemps. Voilà, est-ce qu'il y a une excuse médicale? Peut-être, parce que je pense qu'il serait pas aussi loin de ça quand on voit certains coureurs qui peuvent s'accrocher. Il est venu prendre son chèque une dernière saison ou 2 dernières saisons et voilà. Il était malin, Peter. Ouais, en espérant que ça soit une excuse médicale, comme ça il se soigne, on le revoit au plus haut niveau, parce que on aime toujours Peter Sagan. Il pas trop horrible en début de saison. Oui, c'est vrai. Et puis il arrive encore à se placer dans les sprints, et ça c'est vraiment un talent incroyable de la part du Slovaque. Egan Bernal de retour sur le vélo 2 mois seulement après son accident. Ça veut dire qu'à cette vitesse, il va courir le Tour de France. Rémi, on est d'accord? Non, j'attaque pas non plus. T'attaques pas. Gilou, il va courir le Tour de France, Egan Bernal, c'est bon? Non. Ok, très bien. Bon, vous n'êtes pas d'accord. Il va tellement vite, Egan, on sait jamais. Il a l'air d'être. Il doit être extrêmement motivé à l'idée de revenir le plus vite possible. Bon, on espère, comme Peter Sagan, qui revienne très vite. Bien sûr. Après, il y a une différence entre remonter sur le vélo et remonter sur le vélo sans gêne et ou sans douleur. Et puis évidemment, remonter sur le vélo ensuite de manière continue et avec la performance. Je sais bien que évidemment la question était biaisé dès le départ. Mais je suis très content qu'il se rétablisse, en tout cas, déjà très vite. Bien sûr, on lui souhaite de revenir très vite, évidemment. Mais il a dit qu'il serait pas là tout de suite, quoi. Donc, c'était une question un peu naïve, on va dire. Tout à fait. Les Colombiens, ils ont le successeur. Ouais, ils ont le successeur. Bien sûr, Sergio Higuita. Ah, mais attends, tu me spoil mes prochains trucs là. Avant, je voulais chacun son rôle. Je voulais juste dire un petit mot sur Max Walshall qui aussi a été accidenté, renversé par une voiture. Plus de peur que de mal, même s'il y a eu quelques blessures, puisque son vélo a été détruit, mais lui il a terminé dans le fossé, ça aurait pu être pire. Il va revenir, il était en forme en plus, le coureur de Cofidis. Et un petit mot aussi pour Colbrelli, victime d'un malaise sur le Tour de Catalogne. Il va mieux, il a été rapatrié en Italie, mais il a dit qu'il remonterait sûrement plus sur un vélo, et ça aussi c'est une mauvaise nouvelle pour le cyclisme, en lui souhaitant le meilleur rétablissement possible à Sonny Colbrelli. Bon, tu en parlais de Sergio Higuita qui remporte son premier classement général en World Tour au Tour de Catalogne devant Richard Carapaz. C'est un cours d'une semaine, pas plus, parce que sur 3 semaines c'est compliqué. On est d'accord, Rémi? Je sais pas, j'attends de voir justement, parce que j'ai quand même regardé ce Tour de Catalogne. Oui. Et il est pas si mal. Il fait le Tour de Catalogne, il fait toujours une semaine, en tout cas. Oui, c'est vrai. Il me semble avoir regardé ça sur une semaine en tout cas. Mais voilà, j'ai regardé, il est très régulier. C'est ça qui lui fait gagner. Il gagne pas une étape. Il fait 4 top 5, je crois, et 9e place sur la dernière étape, où de toute façon il n'avait pas à jouer la victoire parce que la victoire finale était assurée. Ouais. Exactement. Et il bat des Carapaz, il bat des Almeida, il bat. Qui avait Guillaume Martin. Guillaume Martin, bien sûr. Non, mais Quintana, voilà, cherchez Quintana. Et c'est des mecs qu'on peut retrouver sur une Vuelta. Ok. Mais la Vuelta, ça fait 3 semaines. La Vuelta, c'est plus long, je suis d'accord. Et puis, il est pas si mal entouré que ça. Alors là, sur le Tour de Catalogne, c'était pas trop vrai. Il est globalement seul. Mais sur une course de 3 semaines, je pense que la Bora a de quoi emmener des mecs capables de l'aider. Ouais, ils ont pas mal recruté, en effet, pour pouvoir entourer Higuita. Il y a aussi du Vlasov, qui est pas mal non plus. Gilou, du coup, sur Higuita, plutôt un coureur d'une semaine. Est-ce que tu crois en lui sur 3 semaines? Le problème, c'est que pour gagner sur 3 semaines, il faut réussir à battre des Slovènes. Est-ce qu'il en est capable? Je ne pense pas. Et comme disait mon collègue, on ne sait pas s'il n'y aura pas un énorme jour sans ou quoi, ou qu'est-ce. C'est ça aussi, c'est la régularité. Sur une semaine, il a montré qu'il était fort. J'avoue que je ne me suis pas beaucoup intéressé au Tour de Catalogne, étant donné qu'il y avait des courses en Belgique. Mais j'attends de voir. Allez, dernier petit truc avec Patrick Lefebvre, le patron de Quick-Step Alpha Vinyl, qui a donné une interview à l'équipe récemment. Il a dit plein de choses, on va pas revenir sur tout. Mais il a surtout dit un truc qui m'a fait rire, que ça l'embêtait de terminer premier à l'UCI parce que ça lui faisait un petite pancarte en plus, en gros, sur le maillot. Et ça lui enlevait 500 000 € en moins pour mettre à la place un sponsor. C'est peut-être pour ça, Gilou, on va commencer par toi, qu'il s'écrase sur les classiques flandriennes. Et on est d'accord, non? Pour pas terminer premier.
Non, ça c'est. Non, non. Comment ça, non? Non, j'attaque pas. Comment ça, t'attaques pas? Rémi, t'attaques? Bah oui, j'attaque, c'est certain. Moi, je pense que Patrick Lefebvre, il a une idée derrière la tête. Freinez-vous, je veux 500 000 euros. Quick-Step ne peut pas disparaître comme ça. Non, mais bon. L'argent est le nerf de la guerre, on le sait, mais après, on sait qu'il en fait toujours des caisses. Surtout quand il y a de l'argent, il va souvent piquer chez le copain. Donc... Ah, mais attends, nous, on veut pas savoir, on a un podcast de vélo, on veut pas savoir ce que font les comptables. Sponsors, hein. Tu veux dire chez nous? Tu veux dire quand tu dis chez son voisin, c'est qui? Il y a des rumeurs que Soudal pourrait changer de. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, en 2023, je crois. Mais attends, mais de toute façon, dès qu'il y a un sponsor à côté de la loto, ça se barre au bout de un an ou deux. En fait, en gros, ils changent à chaque fois, ils n'arrivent pas à se stabiliser. Chez Quick-Step aussi, hein. Ouais, la Quick-Step, c'est tous les ans. C'était la première fois que je disais à Quick-Step Alpha Vinyl, j'arrive pas à m'y faire. On va dire que Quick-Step. Et puis tant pis pour les ronds, pour Patrick Lefebvre. Allez, pas d'invité aujourd'hui, on va enchaîner, bien sûr. On passe directement au sprint final. On essaiera d'avoir quelqu'un qui nous parlera de Binyam Girmay dans les prochaines semaines et Christophe Laporte. 2 objectifs, c'est dit ici. On essaiera de les avoir et le sprint final avec un vrai sprint d'ailleurs parce qu'on va parler des sprinteurs français. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! Nasser Boigny qui vient de battre Brian Cocard sur la route Orangelle. Nasser Boigny qui n'avait plus gagné depuis 2020. C'était sur quelle course? Paris-Chauny. Mais t'as regardé ou pas? Non. Oui, t'as triché? Non. Oui, c'était Paris-Chauny. De toute façon, à chaque fois qu'on fait un Français, la dernière fois qu'il a gagné. Mais oui, on a fait quoi? C'était Anthony Turgis, je crois, il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on a dit la dernière victoire, c'est Paris-Chauny. Ouais. Mais c'est un truc de fou. Paris-Chauny, on est obligé d'y passer. Mais maintenant on a regardé les palmarès, on les connaît par cœur. Oui, c'est vrai. Paris-Chauny, donc c'était sa dernière victoire. On cherche toujours Anthony Nicolas dans les palmarès, mais. Non, mais il a jamais fini la course. Donc le coureur de Cofidis, Brian Cocard, qui lui a déjà levé les bras 2 fois cette saison. Il y a aussi Arnaud Desmar, on l'oublie pas, qui s'est frotté avec les meilleurs cette saison sans gagner. Mais les 3 ont l'air d'être au coude à coude cette saison en termes de niveau, même s'il y en a d'autres. Hein. On peut penser à Gofstetter, à Christophe Laporte, évidemment, Rudy Barbier, je sais pas. Très rapidement, qui est le meilleur sprinter français pour vous? Juste le nom, Rémi. Hugo Hofstetter. Ok. Du coup, Gilou, c'est qui le meilleur sprinter français? Juste le nom, hein, me fais pas de détails derrière. Il me l'a volé, Hugo Hofstetter. Ah, c'est Hugo Hofstetter. Pour moi, c'est Nasser Boigny. Voilà, je vous le dis. Et je vous expliquerai pourquoi derrière. Avant, je veux avoir votre argument parce que je pensais pas que vous alliez me dire Hugo Hofstetter, même s'il était dans ma shortlist. Mais pourquoi Hugo Hofstetter alors, du coup, Rémi? Alors, je sais qu'on demande à un sprinter de gagner. Donc là-dessus, Boigny a de l'avance. Cocard a de l'avance, encore plus même. Ouais. Mais Desmar, on n'en a pas. Desmar, on n'en a pas du tout. Mais alors, il est tellement régulier depuis le début de l'année. Il fait 13 top 10 en 24 jours de course. Top 10, et il fait 7 top 3. Alors oui, ok, il est battu. Pour l'instant, le mec est Fanny. Je suis d'accord. Mais il y a aussi cette question de régularité. Et il a fait des très bons résultats face à une bonne partie du plateau de sprinter. Alors oui, il manque encore quelque chose, je suis d'accord. Mais prime à la régularité pour moi. Très bien. Gilou, pourquoi Hofstetter, ce sont les mêmes arguments? Exactement, très très difficile d'ajouter quelque chose. Il y a aussi un côté points, hein, on parle beaucoup de points cette saison, des points ici qu'il faut ramener. Hugo Hofstetter, là c'est une cargaison de points pour Arkea, c'est génial. Il bat quand même des gars comme Tim Merlier, notamment à la Bredene Coxey Classic, il finit derrière Pascal Ackermann, mais il bat Tim Merlier. Donc voilà, Hugo Hofstetter prime à la régularité, tout à fait, je suis d'accord avec eux. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec vous et d'ailleurs mon ami Jérémy Sakian est en train de m'envoyer des messages pour dire qu'il entend beaucoup de bêtises. Heureusement qu'il est là, heureusement qu'on est deux à côté. Il est en train de nous insulter. Qu'est-ce qu'il y a monsieur Sakian? Défendez-vous monsieur. Non, laisse-le tranquille parce que si on le fait rentrer je vais le défendre pour lui. Je sais pas qui. Donne-moi Jérémy Sakian ce que tu pourrais dire à la place, il va peut-être me le donner par message. Mais du coup moi Nasser Boigny en fait quand je parle de meilleur sprinter pour moi c'est le meilleur intrinsèquement sur un sprint entre les 3. Il a battu Brian Cocard, on le voit tout proche d'avoir une victoire face au meilleur. On sait qu'Arnaud Desmar s'est frotté au meilleur, mais on voit qu'il a beaucoup de mal. Brian Cocard, c'est plus un sprinter puncher pour moi, c'est là où il est le meilleur, mais un sprint pur, Nasser Boigny, c'est le meilleur, on l'a vu sur le dernier Tour de France, et on le voit là actuellement. Si on met tous les coureurs alignés, on leur dit go sur les 300 derniers mètres, Nasser Boigny, pour moi, il est devant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
là, sur ce point-là, je te rejoins. Pour moi, je suis d'accord qu'actuellement, le meilleur sprinter français, voilà, c'était la question. Intrinsèquement, c'est Nasser Boigny. Mais moi, je regarde pas que intrinsèquement, je regarde sur les résultats. Et les résultats du Hofstetter, ils sont meilleurs. C'est comme l'année dernière, je disais, quand on parlait du meilleur sprinter, quand on a fait les classements, le meilleur sprinter de la saison, j'ai eu galéré à le sortir. Et j'avais choisi Merlier parce que c'était le plus régulier sur l'année, parce que les mecs, ils étaient très bons 3 mois, ils étaient intouchables pendant 10 courses d'affilée, puis après, ils disparaissaient. Et le sprint, c'est un peu ça, c'est très cyclique. Et du coup, moi, voilà. C'est très cyclisme ? Oui, aussi. Voilà, c'était juste la blague. Vas-y, enchaîne. Vas-y. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je mets Hugo Hofstetter. C'est pour ça que je mets Hugo Hofstetter devant Boigny depuis le début de l'année. Après, je suis entièrement d'accord, Nasser Boigny va beaucoup plus vite, il l'a prouvé, il a gagné sur la Vuelta, sur le Giro, il a battu les meilleurs, ou quasiment tous. Donc oui, Nasser Boigny, c'est un très grand sprinter. Je suis très content parce que Jérémy Sakian vient de m'envoyer un message, il leur a dit Boigny aussi. Donc voilà les deux meilleurs connaisseurs autour de mon peloton. On le dit clairement. Gilou, alors bon, on a parlé de Boigny, on peut penser que c'est intrinsèquement le meilleur sprinter, mais pourquoi pas un Arnaud Démare ou un Brian Cocard? C'est quoi qui t'a fait mettre ces deux hommes derrière, notamment Hugo Hofstetter? Ben, là, tu parlais intrinsèquement, tu disais, vous aviez l'air sûr de dire intrinsèquement c'est Boigny. Bah, moi, j'en suis sûr. Moi, je pense que c'est intrinsèquement ou quoi. Je préfère alors avoir un Arnaud Démare qu'avoir un Nasser Boigny, qui, je pense, a plus de qualité, notamment un pont d'autoroute, et Nasser Boigny est lâché, ce qui n'est pas forcément le cas de Arnaud Démare. Et puis, il y en a un qui a un monument, quand même, il ne faut pas l'oublier. Nasser, il a cassé sa chaîne. Attends, sinon c'était pour lui. 2012, c'était pour lui. Oui, c'était pour lui. Oui, ce fameux saut de chaîne, on le sait, mais ça, on ne refera pas l'histoire. Oui, avec Nasser Boigny, qui n'a pas eu de chance dans sa carrière. Brian Cocard, non, pas du tout. Pourtant, c'est celui qui a le plus gagné. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais Brian, il a vraiment une belle victoire. De Brian Cocard. Il n'a jamais gagné en World Tour déjà. Ça, c'est vrai. Et puis, Brian est pas un sprinter comme le sont Arnaud ou Nasser. C'est un petit format, il passe mieux les bosses justement. Il est plus sur des sprints en pente, un peu à la Sagan, même si évidemment toute proportion gardée. Il a une moins bonne pointe de vitesse que ces mecs-là, ou même que des Bennett, des Groenewegen ou Ewan. C'est un gars qui vient de la piste aussi, Brian Cocard. Il est quand même champion du monde sur piste. Donc voilà, chacun a ses qualités, ses défauts, mais clairement, ce qui manque à Brian Cocard, c'est une grande victoire sur un grand tour, sur une belle classique, sur un grand sprint, sur un Paris-Chauny, sur des grandes courses, quoi. Moi, c'est ça qui manque à Brian pour moi. Ça y est, on l'a converti à Paris-Chauny. Tu penses qu'il n'a pas gagné Paris-Chauny? Je vais regarder dans les victoires. Ça tombe, il a gagné. Je vais regarder vite fait. Avant de poser la question, on est d'accord que même si on a essayé de faire le classement, entre guillemets, on n'a pas fait le classement, mais dire qu'il est pour l'instant le meilleur sprinter français, ça reste en dessous du gratin mondial cette saison. On le voit, Arnaud Démare a tenté, il a réussi à faire qu'un podium. Nasser Boigny, Titi, des fois aussi les meilleurs, mais à chaque fois il manque quelque chose. Brian Cocard, c'est pareil, il manque un petit truc, un petit déclic pour eux, pour faire partie des meilleurs. Ouais, il manque. Objectivement, si maintenant tu dois faire le classement à l'heure actuelle au moment M, je suis pas sûr qu'un Français soit dans le top 10. Je suis désolé, les gars, mais je suis pas sûr. C'est pas grave, ça va. Ouais, au fond de top 10 peut-être, mais c'est vrai que tu peux facilement trouver, je pense, 10 gars qui sont plus rapides et plus réguliers que nos Français actuellement. Il manque une grosse victoire pour certains, il manque de la régularité pour d'autres. Arnaud Démare, malheureusement, en ce moment, ça marche pas du tout. Il a du mal à frotter, a du mal à se faire lancer. Ça vient de lui, ça vient de la Groupa. Enfin, c'est un peu les deux, j'ai l'impression, et du coup, c'est compliqué. Nasser, malheureusement, c'est aussi... il a des bons résultats, puis derrière il disparaît un petit peu. Il y a toujours un sprinter un petit peu meilleur, tu vois. Dans chaque course, ils peuvent finir deuxième, troisième, mais il y a toujours un mec top mondial qui est là, et du coup, il gagne pas. C'est un petit peu ça. Je sais pas, des fois on a dit Gaviria, Cavendish, Jacobsen. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui devance les sprinters français. C'est ça qui nous fait dire que ils sont un petit cran en dessous. Après, c'est un petit cran en dessous. Championnat de France. C'est très cyclique parce qu'Arnaud Démare, il y a 2-3 ans, il était dans le top 3. Oui, c'est vrai. Donc voilà, ça peut vite tourner et on y croit, quoi. Bien sûr. C'est pour ça que je pense qu'intrinsèquement, c'est quand même plus Démare, parce que lui, s'il revient et qu'il est là le déclic, qui redevient le sprinter qui a gagné 4 étapes sur un grand tour, sur le Giro, lui peut faire des choses et lui peut battre les autres. C'est vrai qu'il l'a déjà fait par le passé, sur le Tour de France notamment. On n'oublie pas qu'il a des victoires d'étape. Mais c'est des coureurs quand même qui commencent à être un petit peu âgés. On approche de la trentaine, ou on a plus de 30 ans pour ces coureurs-là.
qui est l'avenir du sprint français? Est-ce que vous avez... Bon, moi j'ai une idée de coureur. Rémi, est-ce que toi tu as vu quelque chose qui pourrait t'intéresser? Parce que là on a été quand même, c'est très gâté, on va dire, ces dernières années dans le niveau du sprint. Pendant un petit moment c'était compliqué, c'était Jimmy Casper, donc tranquille. Donc voilà, on a quand même une belle génération. Est-ce qu'on voit une génération qui peut un petit peu monter dans les jeunes coureurs qui ont entre 20 et 25 ans, même si 25 ans commence déjà à être vieux? Déjà j'espère que ce sera pas comme le tennis français, parce que sinon on est parti pour quelques années sans victoire au sprint. Ouais. C'est vrai que Pierre Barbier quand même 24 ans, un très très bon coureur qui a énormément de potentiel. Hugo Hofstetter n'est pas si vieux que ça, même s'il est plus. Mais on le voit pas faire un gap. Voilà, c'est ça. Il aura peut-être pas, je pense pas qu'il puisse se glisser dans un top 5 sur un sprint du Tour de France. Ou très rarement, pas à condition, pas en avec condition un petit normale. Groupe, etc. Voilà. Donc Pierre Barbier, moi c'est le nom que je sors. Gilou, toi je sais que tu es belge, mais est-ce que tu as vu des petits Français qui auraient pu creuser là? Ou alors vends-nous un belge si tu veux. Je suis pas assez expert pour répondre au niveau des Français, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et au niveau des Belges, bien évidemment, en plus il est wallon, Arnaud Dély 100 000 fois. Nous on a la chance d'avoir un sprinter en devenir qui a une vraie pointe de vitesse, qui est capable de passer les bosses et qui peut faire de grandes choses, qui est capable de frotter. Donc je crois énormément en Arnaud Dély et il va peut-être prendre la place de Wout van Aert dans pas longtemps dans mon cœur. J'ai discuté avec des coureurs d'Arnaud Dély là, et ils m'ont dit qu'il était très affûté, très costaud en fait. Il avait vraiment le gabarit de quelqu'un qui pouvait frotter, qui était capable de se frotter avec il a des cuisses énormes. C'est un peu un Christophe. Et si on doit comparer, c'est un mix entre Christophe et Bonnel. Bon, il a un monument, Christophe, donc à partir de là, on lui souhaite la même carrière. Pas mal, ouais. Oui, moi j'ai noté un petit coureur, il est dans la Groupama FDJ, enfin la Conti de Groupama FDJ, c'est Paul Penhoët. Alors excusez-moi, je sais pas si je le prononce très bien, parce que comme c'est un nom pas bien belge, pas bien breton. Alors, c'est pour ça que je m'excuse, ça se trouve, je le prononce bien. 2 top 5 sur le Tour d'Oman, victoire sur le Tour de Normandie dernièrement. Polo, qui est très fort au sprint, on l'a vu se frotter un petit peu avec les meilleurs. Il est très jeune, il a 20 ans, je crois. Ça pourrait être aussi une belle surprise dans les années à venir, et pourquoi pas le successeur d'Arnaud Démare, comme Dély, en fait, finalement, c'est que des Arnaud qui sont forts au sprint. Petit message de Jérémy Sakian qui nous écoute. Christophe a 2 monuments. Oui, j'ai dit qu'il avait au moins un monument. Il a 2 monuments, c'est vrai, parce qu'il a a Milan-San Remo et Tour des Flandres. Tout à fait. Bien vu. C'est l'heure du quiz d'ailleurs. Jérémy Sakian qui a fait que de nous harceler, mais qui va pouvoir faire son entrée juste après le jingle, évidemment. Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 € dans la poche... Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire. Par contre, pose le portable, s'il te plaît. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. Ah oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Bonjour Jérémy Sakian. Bonjour messieurs. Alors, est-ce que vous m'entendez, Jérémy ? Oui, on t'entend. Alors, on a dit beaucoup de bêtises depuis tout à l'heure, c'est ça ? T'es là pour surveiller. Gilou. Ah, surtout Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Bon, écoutez, en tout cas, vous êtes en forme. Ça fait plaisir de vous écouter tapis dans l'ombre depuis quelques minutes. Tapis dans l'ombre, je sais pas si tapis dans l'ombre, avec tout ce que tu nous as envoyé comme message, t'as pris un peu de lumière depuis tout à l'heure. Ouais, j'avais le micro désactivé, c'est pour ça, tapis dans l'ombre. Allez, c'est parti, on te laisse la parole. Alors, quiz Tour des Flandres aujourd'hui, et bonne nouvelle, j'ai la caméra sur Gilou, donc je vais pouvoir vérifier qu'il triche pas. C'est ce que j'ai fait exprès. Alors, est-ce qu'on peut parler du pull de Gilou ? La pression, je gère. Ça, c'est un pull tellement belge, c'est incroyable. Voilà. Avec un très beau dessin de offert bière. par un abonné sur Twitter. Oh, il peut nous envoyer d'autres pulls. Il dépouille ses abonnés, donc voilà autre chose. Bon, messieurs, le quiz Tour des Flandres, il y aura 10 questions aujourd'hui, très simple. La petite nouveauté, c'est un quiz inédit, c'est que la première vaut 1 point, la deuxième vaut 2 et ainsi de suite. Et la dernière vaut 10. Donc il vaut mieux gagner les dernières. Juste une petite question, Jérémy, désolé de te couper, mais ton micro est excellent aujourd'hui, t'es pas dans ton placard ni rien. Qu'est-ce que t'as changé ? Je sais pas, j'ai investi dans du matériel, Johan, c'est pour ça. T'es incroyable, t'es incroyable. Et tu pourras le passer à Gilou aussi en tant qu'abonné pour qu'il ait un meilleur micro. Hier, il m'a carrément envoyé un message, il était sur un cours de tennis, ça n'avait aucun sens. Bon, messieurs, on va peut-être pouvoir commencer oui, ce c'est bon, quiz. vas-y.
Je rappelle pour Gilou que les insultes valent point de pénalité. Tout à fait. On peut répondre, C'est de la frustration, c'est pas des insultes, c'est de la frustration. et qu'on ne peut répondre qu'une seule fois par question. D'accord. Allez, écoutez bien l'intitulé. Quel coureur a fait 3 fois deuxième du ronde entre 2004 et 2007? Les Faust. Leif Host, Oui, le c'est premier bien joué, point bien joué. pour Johan Tritz. Gilou est favori normalement sur ce quiz. Hein, Oui, mais... évidemment. Faut gagner à la fin, même pas la pression. Ah, oui, c'est vrai. Alors Leif Host, je vais prendre que question des pour petits 2 points. Leif Host fait deuxième en 2007, on vient de le dire. Derrière Alessandro Ballan, un autre Italien fait troisième. Qui est-ce? Paolini. Paolini. C'est une bonne réponse. J'étais pas sûr. Moi non plus. Question numéro 3. Question numéro 3. C'est une estimation. Alors là, ça va être très simple. C'est le plus proche en cas d'égalité qui prendra le point. Et en cas d'ex aequo, eh bien, c'est celui qui aura répondu en premier. Vous avez Ok. compris, c'était pas du tout clair. Si, Jacques- c'est bon, c'est bon. Jackie Durand a remporté le Tour des Flandres en 1992. Quel est son deuxième meilleur résultat sur le ronde? 31e. 22e. 31e pour Johan, 22e pour Rémi. Gilou, 42. 42e. Et ben Jackie Durand n'a fait qu'une seule fois le top 50 sur le Tour Ouais. des Flandres. Oh mon Je dieu. Il suffisait de t'écouter, hein. Je crois que tu l'as dit, non? En live. C'est ça. Sur Eurosport. Ah non, Je crois- moi je c'est- me permettrais pas de critiquer le palmarès de Jackie Durand en Non, live. Non, c'est Guillaume qui en a parlé. Il a dit Ah, qu'à voilà. à part ça, il avait fait que des résultats un peu compliqués. Lui il peut se permettre. Ça fait 3 pour Johan et 3 pour Gilou, hein, si j'ai bien compté. On te fait confiance. Quatrième Attends, question. Non, ça fait 5 non, pour Gilou. Il a répondu à la 2 et à la 3. Pourquoi les points sont pas bons? Il a répondu à la 2 et à la 3, ça fait 5 points. Ah, non, mais je croyais que c'était Johan qui avait donné la réponse du deuxième. Non, ben ça fait 5-1 alors. Ah oui, ok, moi j'ai. ok. Voilà, et Johan a essayé d'entuber tout le monde. Quatrième question. C'est un qui suis-je? Vous aimez bien les qui suis-je? Tout à fait. On aime tout. J'ai fait troisième pour du ronde en 2014, troisième du ronde à nouveau en 2016 et cinquième l'an dernier. Oh là 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 là. Voilà, Vermaat. Van Avermaet, c'est pas du tout bon. Il était sur le podium, Van Avermaet. Stibar. Stibar, c'est pas bon non plus. Rémi, tu as une proposition pour 4 points. Lampard. Yves Lampard, c'est intéressant, mais c'était Sepp Van Mark. Personne ne marque. Alors lui, on l'oublie. L'éternel malchanceux. On l'oublie tout le temps. Ah, je pense jamais à cette vente. Incroyable. Est-ce que vous allez vous rappeler de ce coureur? Écoutez bien l'intitulé de la question. Depuis 1972-1973 et le doublé d'Eric Lehmann, 3 coureurs ont réussi le back-to-back. Bonnen, Cancellara et qui est le troisième? De Volder. De Volder. Bonne réponse il était de trempé. Gilou Voilà, il pour s'envole. 5 points. C'est un petit peu un cavalier seul là. Hein. Ça fait 10. Bah, c'est un cavalier presque seul puisque Johan a un point quand même. Bravo à lui. Merci. Félicitations. Mais Rémi est toujours On à a, 0. on a le droit de cumuler les points de nous deux pour essayer de battre Gilou. Attends, on va revenir dans le game. Ouais, il y a les questions qui valent le plus Ouais. cher là. Hein. Ouais, là, ça sert à rien, là, ce que je suis en train de faire, en fait. Hein. On a parlé de Bonnen et de Cancellara, qui ont tous les deux réalisé le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix. Mais avant eux, qui était le dernier à l'avoir réussi? Van Petegem. Van Petegem en 2003. Bonne réponse de Rémi, ça fait 6 points. Ok. Pas facile. Le retour de Rémi. Question à 7 points. Avant Casper Asgreen, vainqueur l'an dernier, qui était le dernier Danois à être monté sur le podium du ronde. Sorensen. Ah, le podium. Non. Ah, parce que ouais, c'est Sorensen le dernier vainqueur. Le podium. Je l'ai pas. Je réfléchis. Pas de proposition. Je vais en proposer un, évidemment, quand même, on sait jamais. Je vais dire Valgren. Valgren. Ah, Valgren, tous les deux. Je sais pas comment vous départagez, mais vous avez tous les deux faux. C'était Oui. Mats Pedersen, deuxième en 2018. Oh, complètement. Complètement ça. avant. Ah bah oui, de- derrière de Bettiol, c'est les vrai. mondiaux. Et je cherchais Exactement. en plus. Ouais, quelqu'un derrière. En plus, je me disais c'est cette année-là, mais je pensais que c'était Asgreen qui était. Non, il fait. Non, je sais plus. Ah, Bref. mais non, c'était Asgreen derrière Bettiol. Je dis n'importe quoi. Attends, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est comme ça. C'est Mats Pedersen qui a fait deuxième. Et les 7 points s'envolent. Personne ne l'a. Ok. Ils sont reportés? Question Non. à 8 points. Un nouveau qui suis-je? Ah, je l'aime bien celui-là. Je ne suis pas belge. Ah.
J'ai fait 7 top 10 en cumulé sur les 2 monuments pavés. Meilleur résultat sur le ronde, 5e en 2011. Meilleur résultat sur Paris-Roubaix, 3e en 2017. Je suis toujours en activité. Je vous repose la question, qui suis-je? Tu peux répéter la question? Je répète la question. Je ne suis pas belge. J'ai fait 7 top 10 en cumulé sur les 2 monuments pavés. Meilleur résultat sur le ronde, 5e en 2011. Meilleur résultat sur Paris-Roubaix, 3e en 2017. Je suis toujours en activité. Je vous rajoute un indice, j'ai 37 ans. Boissonhagen? Boissonhagen. Ouais, bien joué. C'est ça? Ah, je vais dire oui. C'était ça bien tenté, mais c'est pas ça. Ah ouais, tu m'as fait peur. Attends, moi j'ai cru que c'était ça, mais non. Je ne suis pas belge. Ouais, tu m'as dit je ne suis pas belge, j'avais déjà fini la question. Bon, ouais, un 3e en 2010. Mais qu'est-ce que je suis nul sur Paris-Roubaix et Tour des Flandres, moi. Je vais dire, faut bien que je dise quelque chose. Je vais dire 37 ans. Je vais dire. On joue pour 8 points. Hein. Gilou, tu n'as pas proposé non plus, hein. Tu peux y aller. Non, hein. mais oui, j'ai réfléchi, monsieur Sarakian. Comment il s'appelle T. Non, mais ok, merci cette blague. Écoute, je l'aurais plus, mais je pense savoir. Tu vas me le dire, je vais me bouffer. Ouais, bah, je donne aussi ma Rocha. 8 points sont pour Sébastien Langeveld. Voilà, c'est à lui Oh que je oui, pensais. d'ailleurs, c'est Ah oui, une non. des chutes les plus horribles de l'histoire du Tour des Flandres, où il passe à gauche et il y a un spectateur qui essaie de partir, il lui prend la roue arrière et il s'explose. Très très grosse chute et très laide chute de Sébastien Langeveld. C'est lui que j'arrivais pas à retrouver. Ok. Qui aurait mérité d'en gagner une belle aussi, lui. C'est vrai. Merci pour le complément d'information, toujours intéressant. Question à 9 points, ce sera du cyclisme féminin. Ouf, Outre lourd. Elisa Longo Borghini, quelle est l'autre italienne à avoir remporté le ronde? Je suis nul en cyclisme féminin. Et on donne pas 9 points comme ça, messieurs. Hein. Faut aller les Comment il chercher, c'est s'appelle, 9 Comment points. il s'appelle le J'aurais trou de pas. mémoire, je vois très bien, elle avait un piercing en plus. Apparemment, il est intime avec les coureuses. Oui, Mais- parce que je l'ai vu plusieurs Mais il fois. connaît pas les noms, a Tatouage priori. Au niveau de l'omoplate. Non. Bronzini. Non, c'est bien tenté, mais c'est pas ça. Je cherchais. Oh, ça m'a fait du bien d'avoir trouvé le nom. En fait, c'est juste pour moi, j'ai gagné. Voilà. Tu veux des points ou pas, du coup? Parce que Non, Non, on mais peut s'arranger. je cherchais. Non, du coup, je l'avais pas. Bon, Ouais, je personne suis nul en cyclisme féminin, donc je Ah, ne sais pas je vous parler. donne la réponse, c'était Marta Bastianelli. Oh non. Qui j'aurais Ouais, pas eu. s'est imposée en 2019 devant Van Vleuten et Cécilie Uttrup Ludwig. Ludwig. Tout va donc se jouer sur la dernière question, c'est bien simple, il y a 10-6-1. Celui qui s'impose sur cette question. Oh là Et là, si je horrible, Si je gagne, horrible, c'est le plus gros hold-up du siècle. 11-10, ce Il serait personne. moche. horrible. Si personne ne trouve, eh bien ce sera une victoire pour Gilou qui égalisera au classement général avec Johan. Horrible. Non. impressionnant. Attends. Égalisé. Qu'est-ce que tu Si, dis parce que le quiz précédent comptait pour 2 Il points. y a 4-3. Il comptait pour 2 points. Ah oui, Eh c'est Eh vrai. oui, vous étiez tous les 4. Les quiz J'ai à marqué 4 2 comptent 2 points. Mais Je c'est le pas remets dit qu'on 3 en points. refasse. Ok. Voilà. Question numéro 10. Je sais que vous adorez les mots, les questions sur les mots. Oh non, là alors, c'est foutu. Allez, terminé. alors pour 10 C'est pour points, Gilou. je suis allé m'intéresser au roadbook sur le site de l'organisation. Les organisateurs ont répertorié cette année 18 monts pour le Tour des Flandres 2022. Moi, je veux tout simplement savoir lequel sera emprunté en premier par les coureurs. Indice, il est long de plus de 2 km. Ah, bah, Ah, ça super va m'aider, l'indice. Ah ça, oui. ça va m'aider. Eh oui, parce qu'il Il y a en un pas virage tant. à gauche ou un virage à droite? Parce que c'est ça va m'aider ça. La première En fait, difficulté. Il n'y en a que 2 de 2 km, mais j'ai pas. Eh oui, forcément c'est pour ça que c'est un gros indice. Ah oui, On a l'autre, hein. On a l'autre. Il y a 18 monts. Moi, je veux savoir quel est le premier répertorié. Attention, il y a peut-être des petites côtes qui ne sont pas répertoriées comme des monts par les organisateurs. D'où le piège. C'est le Taillenberg. Le Non, Taillenberg, pas du Non, tout. Mais non, c'est mais- 900 mètres de Taillenberg. En plus, il essaye de faire un truc, mais Tu sais que ça a marché plusieurs fois, Rémi. Ouais, mais- ça a mais marché bluff plusieurs comme ça. fois. Ça a marché plusieurs Bon, fois. il n'y a pas 36 solutions. Soit tu as la réponse Rémi, soit la victoire est pour Gilou. Le Teutenberg. Le Teutenberg, écoutez, bah c'est pas du tout ça. Attends, on peut essayer. De toute façon, dans tous les cas, j'ai gagné là. Ah, t'as gagné. Dans tous les cas, t'as gagné. Le Mikkelberg. Un coup de panache. Le Mikkelberg, elle est pas mal celle-ci. Elle est meilleure que celle de tout à l'heure. Boss. Non Le Ten Boss.
J'espère que c'est Non, pas c'est le pas le Paterberg. Ten Boss, c'est le vieux Quarmont, tout simplement. Oh, Sur l'avant-dernier mont, avant le Paterberg, et ce sera également Mais le non. premier de la liste. C'était des plus mais oui, mais c'est faciles. peut-être parce que c'est le seul de 2 km, mais j'ai pas pensé, j'avais oublié qu'il commençait par le vieux Quarmont. Qu'est-ce qu'on. C'était le plus facile. Ah, et c'est J'aurais ceux pu qui l'avoir. fait du Chercher kilomètre, tous les en plus, noms là, attends, machin. J'aurais pu Ah, il y en a l'avoir. deux. T'aurais fait il y en a une deux, Steve effectivement. Chanel comme la dernière fois, ça passait. J'aurais pu l'avoir. Quel des astres. Ah oui, là, clairement, en fait, c'était tellement obvious pour une question à 10 points que personne n'a osé. Ouais, c'est pas grave. J'ai la. Bien mal me connaître, Gilou. Moi, j'ai la culture du vice. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de points. Et moi, j'ai gagné, donc. L'égalisation Bravo, de Gilou qui en 4 quiz a déjà 4 points alors que les autres autour de moi Avec la caméra, comme ça, plus de problème de triche, tout ça. Hein. Oh, calmez-vous quand même, monsieur Gilou, parce que vous n'avez répondu à aucune des 3 dernières questions. Donc c'est vraiment une victoire Et par c'est défaut. pas mon problème. C'est pas mon problème. Il y a que le résultat qui compte. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ok, Et allez. monsieur Steve Chanel aurait dit, c'est à la fin. Non, mais c'est bon, on va pas ouais, savoir ça ce va. qu'on va dire. Ouais, ça va. Allez messieurs Jérémy reste avec nous parce qu'on va parler Je du reste. Tour des Flandres là juste après pour Très bien, les je suis paris. là. Ah, c'est même pas vrai. Donc les paris, on va parier sur quoi? Eh ben sur le Tour des Flandres. Et pour ce Tour des Flandres, on va rester un petit peu sur ces paris pour vous demander quel est votre favori avant de donner le vainqueur. Mais quels sont vos favoris pour le Tour des Flandres? Rémi, on commence par toi. Tes favoris un petit peu avec ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Les Jumbo. Oui, On à peut peu près. pas dire que Van Aert. Le duo Van Aert Voilà. Laporte. Mathieu Van Der Poel évidemment. Ouais. Et j'ai quand même envie de croire en Casper Asgreen. Ok, Casper Asgreen et le retour de la Quick Step. Gilou, c'est qui toi tes favoris pour ce week-end du Tour des Flandres? C'est les mêmes ou tu as d'autres aussi coureurs à nous donner? Pour moi, il y a quand même 90% de chances que ce soit soit un Jumbo, soit Mathieu. Ouais, c'est vrai qu'on dit souvent ça et il y a des surprises quand même assez souvent, surtout quand il y a les deux, tellement ils adorent se regarder dans les yeux, les deux amoureux. Jérémy, toi qui viens d'arriver, qui est frais comme un gardon. Moi, je suis d'accord avec tout le monde, mais je suis étonné que Gilou ne cite pas Pogacar, vu qu'il nous rabâche les oreilles que Pogacar va Et être Pogacar, pardon. Bah, Pogacar. excuse-moi. du coup, tu rajoutes, avec Pogacar, tu as 100% de chance de connaître le vainqueur. À Et ça, peu près, ouais. ça, c'est mieux ça. Ah, le vainqueur, il est probablement dans la liste, ouais. Ouais, c'est vrai. On aime si on n'est jamais à l'abri, évidemment, d'un Oui, pétiole. Une descente dans Mohoric dans la descente du Ouais, Paterberg. c'est vrai, Mohoric est pas mal aussi dans le coup, un peu tout le temps dans les classiques. C'est quand même assez ouvert, mine de rien, même si on a des grands favoris. On ne sait pas quel est le coureur qui aura la plus grosse pancarte, même si bien sûr la Jumbo, qui a tout dominé depuis le début de la saison, va être très attendue. Pourquoi pas Christophe Laporte? On ne sait jamais pour la grande victoire de Christophe Laporte dans sa carrière, à nouveau au monument pour les Français. Mais du coup, maintenant, on va parier avec pas le vainqueur, parce que j'ai pas envie de vous donner le vainqueur. Je veux un coureur sur le podium. Je veux même votre podium. Donnez votre podium, c'est celui qui sera le meilleur qui aura du coup des points. Je peux pas donner une grosse cote avec un Français en plus. Si, tu pourras donner après. Toi, t'as le droit parce qu'on peut parier n'importe quoi en Belgique. Rémi, allez, donne-moi ton podium. Allez, mon podium. Je sais, c'est clairement, c'est pas tu me prends clairement au dépourvu. Bon, alors je vais dire Laporte, Ouais. Van Der Poel et Kung. Laporte, Van Der Poel, pourquoi pas. Gilou, du coup, en plus, donne-nous tes pronos si tu veux, vas-y. Donne-nous Non, 3 moi, coureurs, je vais- mais tu mets même dans le désordre. On peut parier sur les top 10 en Belgique et je pense qu'il aurait une belle cote top 10. C'est Valentin Madouas. Je pense que ça peut être la belle cote de ce. Qui était très bon sur le Grand Prix E3. Ouais. Donc Valentin Madouas en top 10 et comme podium, allez, on va prendre un peu des risques, sinon c'est pas marrant. 1, Benoît. 2, Mathieu. Et 3, Wout. Ok, ça veut dire que les deux se regardent et laissent partir Benoît et du coup, Van Aert reste dans la roue de Mathieu Van Der Poel. Je vois très bien tout ce système-là. Ok, pourquoi pas. Jérémy, tu as une idée de podium? Gilou a donné le scénario qu'on avait un petit peu imaginé tous les deux. Après, Juste changer la porte et Benoît. voilà, il a juste changé la porte. On en parlait il y a quelques jours tous les deux. Donc moi, je vais vous donner un scénario plus traditionnel. Un bis repetita du Tour des Flandres 2020. 1 Van Aert, 2 Van Der Poel, 3 Pogacar. Ah oui, bah alors moi aussi, je voulais donner ce podium, mais pas dans le même ordre. Je vais dire un Pogacar
qui va complètement arroser ce Tour des Flandres avec 12 milliards d'attaques. Il y aura en 2 Mathieu Van Der Poel qui n'aura rien pu faire pour contrer Pogacar. Van Aert sera plus loin et la 3e place sera pour Casper Asgreen, voilà, qui se remet tranquillement, qui arrive à accrocher un petit podium pour la Quick Step. Voilà pour mes podiums. Donc Valentin Madouas dans le top 10, on peut le donner aussi. Lui aussi se cherche, on a parlé des coureurs qui se cherchent, mais Madouas, il a quand même fait top 15 sur le Giro, là il est sur les Flandriennes. On ne sait pas encore quel... Chaque année, il est pas mal là, sur les Flandriennes quand même, Madouas. Ouais, mais c'est vraiment un coureur pour moi inconnu. Je sais pas jusqu'où il peut aller, ce qu'il peut faire. Mais on l'invitera, tiens, de ces jours, Valentin Madouas. Ça fait beaucoup d'invités, hein, mais bon, pourquoi pas. On a beaucoup d'émissions. Qui ne se trompe pas comme Chavanel pendant trop longtemps. C'est déjà pas mal. Non, ça devrait aller. Merci les gars, merci à tous d'avoir été dans ce podcast qui a été un petit peu long, mais on avait beaucoup de choses à dire et on va se régaler ce week-end. Bon, il y a à travers les Flandres, mais il y a aussi Tour des Flandres ce week-end, c'est ça qu'on attend pour cette grande messe en Belgique. Qui sera sur place, Gilou? Tu seras sur place ou pas, toi? Tu regardes ça chez toi? J'ai été invité par madame pour un week-end pour mon anniversaire, donc je laisserai Anthony Nicolas tout seul dans le vieux coin. Anthony avec On sent la déception dans la voix quand il dit ça. Surtout, il persiste à l'appeler Anthony Nicolas et ça me bute à chaque fois. Anthony Nicolas, j'ai mis ça à cœur, mais évidemment, j'adore dire les noms de famille. Ouais, mais parce qu'il s'appelle Cola et tu l'appelles Colas. C'est pour ça que tu disais ça, Jérémy, non? Ah, mais c'est génial de dire Colas. S'il a pas envie de son reste, qu'il l'enlève. Hein. Après, on prononce très mal les noms belges et les mots belges aussi. Voilà, moi, je prononce mal les noms français. C'est comme ça. Voilà. Merci en tout cas pour toute cette mixité dans le langage. C'est ça qu'on aime ici dans Ça déraille. On se retrouve la semaine prochaine avec la victoire de Christophe Laporte. Allez, à bientôt.